Schubert fut un certain temps d'humeur sombre et paraissait épuisé. Comme je lui demandai ce qui arrivait, il me répondit seulement « Vous l'apprendrez et le comprendrez bientôt. » Un jour, il me dit « Viens aujourd'hui chez Schubert, je vous chanterai un cycle de leaders sinistres. Je suis anxieux de savoir ce que vous en direz. » Ils m'ont beaucoup plus touché que ce ne fut le cas pour d'autres leaders. Et il nous chanta d'une voix émue tout le voyage d'hiver. Nous fûmes stupéfaits par le sombre climat de ces leaders, et Schubert dit qu'un seul d'entre eux lui avait plu, le tilleul. Schubert répondit seulement « Moi, ces leaders me plaisent plus que tous les autres, et ils vous plairont à vous aussi. » Bonjour à tous, j'espère que ce témoignage de Joseph von Spaun, le premier, certainement un des plus fidèles amis de Schubert, à propos de la première audition du Voyage d'hiver, vous aura donné envie de découvrir ce cycle de leaders. Pour ma part, cela m'a donné envie de vous faire découvrir 3 points essentiels dans la vie de Schubert et qui vont prendre beaucoup d'importance, surtout à la fin de sa vie. Ces 3 points sont le besoin d'authenticité et de simplicité, la maladie et avec elle la découverte de Wilhelm Müller, et puis les questionnements sur la foi, comment Schubert questionnait la vie et le monde qui l'entourait. Pourquoi le voyage d'hiver pour parler de ces points? Tout simplement parce que ce cycle de leaders, composé 1 an avant sa mort, vont venir cristalliser tous ces questionnements, tous les points qui sont indissociables du tempérament de Schubert, qui vont devenir de plus en plus importants à cette fin de vie et qui vont être portés à leur paroxysme et vraiment exprimés dans ce voyage d'hiver. Alors ce qui va permettre aussi de beaucoup exprimer ces points, c'est aussi le fait que Schubert va traiter en cycle les poèmes de Wilhelm Müller. Wilhelm Müller a écrit 24 leaders et Schubert ne va pas les traiter en leaders éparses, mais il va prendre la suite des 24, ce qui va nous permettre de suivre le personnage, le voyageur, tout au cours de ce voyage d'hiver et de passer par toutes les phases de sa psychologie, de comprendre comment Schubert donc envisageait toutes les problématiques qui sont traitées dans le voyage d'hiver. Dès le début du cycle, on est mis au cœur de la grande angoisse schubertienne à cette époque de sa vie, fremd, étranger. Schubert se sent étranger au monde. Wilhelm Müller certainement avait besoin également d'exprimer cette difficulté qu'il avait à se positionner dans le monde. Et ici, c'est le voyageur qui nous explique qu'il part de la maison de sa fiancée. Il est devenu étranger à ce lieu qu'il aimait tant et il va donc exprimer quand même une dernière fois son amour, l'attente qu'il a de sa fiancée en lui souhaitant une bonne nuit, mais il le fait sur un ton si douloureusement mélancolique que l'on comprend qu'il n'y aura pas de retour, il n'y aura pas de grande réconciliation avec la fiancée, il n'y aura pas de grande réconciliation avec le monde. Après ça, le voyageur laisse éclater sa colère, et sa colère sous la forme de l'ironie. Il va piétiner tout ce qu'il aime, sa fiancée, lui-même dont la maison doit bien se moquer en se disant qu'il n'a pas vu sur le toit la girouette. La girouette présage de l'inconstance de la bien-aimée qui vient de le délaisser. Der Wien spielt mit der Wetterfahne auf meines schönen Liebchens Haus. Da dacht ich schon in meinem Wahne, sie hilft den armen Flüchtling aus. Hätte sie ja bemerken sollen, des Hauses aufgestellte Schind, so hätten nimmer suchen wollen im Haus ein treues Frauenbild. Der Wind spielt drinnen mit den Herzen wie auf dem Dach, nur nicht so laut. Was fragen Sie nach meinen Schmerzen? Ihr Kind ist eine reiche Braut. Der Wind spielt drinnen mit den Herzen wie auf dem Dach, nur nicht so laut. Was fragen Sie nach meinen Schmerzen? Was fragen Sie nach meinen Schmerzen? Ihr Kind ist eine
fiancée a abandonné celui qui donnait sa vie pour elle, et pourtant elle reste éclatante entre guillemets de blancheur, elle est toujours aussi admirée, sa famille l'adule puisqu'elle vient de faire un riche mariage. Pourtant, le voyageur sait bien ce qu'elle est véritablement, une infidèle, mais les apparences sont sauves. Les apparences ont donc bien de l'importance. Je pense qu'il est inutile de revenir sur ce sujet tant traité. Ce qui est certain, c'est que pour Schubert, les apparences avaient assez peu d'importance. Pour lui, ce qui était important, c'était l'authenticité, la vérité, la simplicité. Il le recherchait autant dans ses relations que dans sa musique. Dans la musique, on se rend compte que Schubert aimait beaucoup tout ce qui était lié à l'intimité. D'une part, il a beaucoup composé dans un premier temps pour sa famille, puisque son père était musicien ainsi que ses frères. Il écrivait donc pour ses frères. Ensuite, quand il entre au Convict à Vienne, donc l'école dans laquelle il était petit chanteur, il a beaucoup écrit pour ses camarades de classe. Par la suite, il a composé pour le cercle d'amis qui se rejoignaient régulièrement sous le titre de Schubertiade. Il avait donc une prédilection pour composer pour les proches. Il aimait également beaucoup composer dans le style du leader évidemment et le style du 80, qui sont deux styles dans lesquels les deux interprètes se retrouvent intimement liés par la musique. Schubert était également très humble sur le plan de la musique, du fait qu'il n'était pas un virtuose. Schubert interprétait très bien ses œuvres. D'ailleurs, son ami Hüttenbrenner dit il remplaçait par autant d'âme et d'esprit ce qui pouvait lui manquer sur le plan de la technique. Mais Schubert n'était pas un virtuose, et ce même ami nous dit d'ailleurs il n'y avait rien de plus étranger à Schubert que l'esprit de la virtuosité. Schubert va donc interpréter ses œuvres, mais ne sera jamais un virtuose, et pourtant, nous l'avons déjà dit dans notre précédente conférence sur Schubert, c'était véritablement comme cela que l'on pouvait faire connaître ses œuvres. Mozart, quelques années avant, dans la même ville de Vienne, avait fait connaître ses œuvres parce qu'il était un grand virtuose. À la même époque que Schubert, Paganini fait connaître à l'Europe entière ses œuvres, puisqu'il est le grand génie du violon. Donc Schubert n'est pas un virtuose. À la fin de sa vie, il cherchera même pour ce qui est de la composition à parfaire sa formation, ce qui pourrait faire penser au premier abord qu'il avait des lacunes, et je pense qu'il faut plutôt voir du côté de sa grande humilité, de son besoin permanent de perfectionner son œuvre, le fait qu'il ait voulu comme ça se perfectionner dans le contrepoint. Évidemment, sur le plan social, on a exactement la même chose. Schubert n'appréciait pas les milieux haut placés, il aimait les milieux extrêmement cultivés, il aimait les milieux dans lesquels l'amitié et l'intelligence étaient autant servies. D'ailleurs, c'était le cas dans les Schubertiades. Il était entouré de peintres, d'artistes, de poètes, de personnes qui parlaient de nombreuses langues. Il était donc très attiré par ces milieux très cultivés, il avait besoin de nourrir son intelligence. En revanche, ce n'était absolument pas les milieux mondains qui le faisaient rêver. Schubert donc avait vraiment besoin de ce milieu d'élection dans lequel il évoluait. Pourtant, à la fin de sa vie, il commence à délaisser ses amis, ce que eux-mêmes déplorent, et il commence même à délaisser la ville de Vienne. Il commence à ne plus apprécier la ville de Vienne, dont il n'avait jamais apprécié auparavant d'être séparé. Et il dit à l'une de ses amies, Vienne est certainement une ville. Vienne ne me rentre pas encore vraiment dans la tête, c'est certainement une ville trop grande. C'est pourquoi elle est vide de sincérité, de cordialité, de pensées réelles, de paroles raisonnables, et tout spécialement de hauts faits spirituels. Une critique vraiment très dure, vraiment une critique acerbe de cette ville qu'il avait toujours appréciée, et qui montre qu'à la fin de sa vie, il commence vraiment à mettre une distance entre le monde et lui, et même le monde qu'il aimait et lui, qui fait qu'on comprend que les questionnements qui s'imposent à lui sont vraiment extrêmement violents, et on comprend donc qu'il ait rencontré avec autant d'enthousiasme la poésie de Wilhelm Müller, qui justement nous montre le voyageur qui, après avoir accepté l'abandon, va questionner le monde et va se dire finalement cette situation-là est normale, puisque tout ce qui nous arrive n'est que le jeu de l'illusion, et donc c'est le jeu de feu follet, Irrlichtspiel, scandé 2 fois, une première avec véhémence et une deuxième fois presque sur un ton doux, comme si ce constat accablant avait fini par être accepté par le grand homme.
in die tiefsten Felsengründe lockte mich ein Irrlicht hin, wie ich einen Ausgang finde, liegt nicht schwer mir in dem Sinn, liegt nicht schwer mir in dem Sinn. Hingewohnt das ihre Gehen, es führt ja jeder Weg zum Ziel, unsere Freuden, unsere Wehen, alles eines ehrlich Spiel, alles eines Irrlichts Spiel. Durch des Bergstroms trockene Rinnen wind ich ruhig mich hinab. Jeder Strom wird mir gewinnen, jedes Leiden auch sein Grab. Jeder Strom wird mir gewinnen, jedes Leiden auch sein Grab. On peut comprendre ces questionnements qui s'imposent à Schubert, certainement des questionnements qui l'ont toujours suivi dans sa vie, mais qui sont devenus particulièrement importants à une certaine époque, parce que Schubert a été gravement malade. En 1823, il est hospitalisé dans la plus grande discrétion pour une maladie vénérienne, une maladie dont il sentira tout de suite qu'il ne s'en remettrait jamais. À ce moment-là, il va découvrir pour la première fois Wilhelm Müller, et là ce sera le cycle de la Belle Meunière qu'il composera à l'hôpital selon le témoignage de Joseph von Spaun. Le cycle de la Belle Meunière, donc cycle de 20 lieder, dans lequel on va suivre le meunier qui découvre l'amour, aime, connaît la jalousie, puis connaît l'abandon et finalement va perdre l'espoir. C'est encore au cœur de la maladie, quelques années plus tard, en 1827, que Schubert découvre Wilhelm Müller une seconde fois, ce sera pour le voyage d'hiver. Et le voyage d'hiver, lui, va nous présenter le désespoir, et le désespoir dans toutes ses phases, qui va aussi comprendre les questionnements, le questionnement vis-à-vis du monde et les raisons pour lesquelles le voyageur se sent aussi exclu par sa fiancée et par ce monde dont elle fait partie. Ces deux cycles donc vont nous permettre de suivre la psychologie du personnage, et celui du voyage d'hiver va commencer là où s'arrête celui de la Belle Meunière, mais il va aller bien au-delà parce que nous l'avons dit, sous l'apparence d'une histoire d'amour, d'une histoire de rupture, ce que nous présente Wilhelm Müller et à sa suite Schubert, c'est véritablement une rupture avec le monde, et l'état d'esprit, la mélancolie dont fait preuve Schubert et qui inquiète ses amis à cette époque-là, permet de comprendre qu'il s'est véritablement mis au cœur de ce cycle de leader et qu'il s'est confondu avec ce voyageur. Au cours du voyage, une corneille tourne autour de lui et il dit à cette corneille montre-moi ta fidélité jusqu'au tombeau, et on entend la corneille tourner autour du voyageur au rythme de croches ondoyantes, et donc absolument pas une vision terrifiante, mais une vision plutôt de l'acceptation de la mort qui montre que Schubert a vraiment pris conscience de la situation dans laquelle il était et qui permet de transcender cette poésie. Je vous laisse tout de suite entendre la corneille. Krähe war mit mir aus
zärtliches Tier, willst mich nicht verlassen. Meinst wohl, bald als Beute hier meinen Leib zu fassen? Nun, es wird nicht weit mehr gehen an dem Wanderstabe. Wer lass mich endlich sehen, treue bis zum Grabe. Wer lass mich endlich sehen, treue bis zum Grabe. L'illusion du bonheur, l'illusion de la vérité, tous ces thèmes-là sont très prégnants dans tout le voyage d'hiver. Il faut dire que Schubert a vécu dans une période très troublée. Cette période, c'est celle des guerres napoléoniennes qui ont évidemment mis l'Autriche dans une grande difficulté, dans une position de grande humiliation évidemment, puisqu'il, avec la perte de la guerre, la perte du Tyrol, la mise en place du système Metternich qui s'est ensuivi et la censure qui a été mise en place. Brigitte Massin, qui fait partie des grandes biographes de Schubert, nous dit que c'était une période dans laquelle le suicide et la folie étaient d'un des moyens d'expression très, très présents, très fréquents dans la jeunesse et qui permettait en fait, qui était le seul moyen de sortir de ce système étouffant. Schubert, donc dans cette atmosphère d'échec, d'humiliation de la nation, s'est vraiment positionné avec ses leaders comme le Minnesänger, le chantre allemand. Il a eu à cœur de mettre à l'honneur la langue allemande et ses amis l'appelaient le Minnesänger justement parce qu'il y avait ce besoin de réaffirmer la puissance de l'Autriche, et cette puissance-là, elle était vraiment la mise en valeur sur le plan de l'art. Cette censure, cette difficulté va être mise en poème d'abord par Wilhelm Müller, qui va nous parler, surtout vers la fin du cycle du voyage d'hiver, des voies toutes tracées, des voies qu'on nous impose et que le voyageur ne veut plus suivre. Il comprend que la vérité imposée n'est pas celle que son cœur lui dicte, qu'il a une petite voix qui l'appelle vers autre chose. Et on peut se demander quels étaient ces questionnements, et Schubert nous donne quand même une clé assez importante de ce qu'a été cette vision pour lui des voies toutes tracées, puisque Jacques Chaillet, dans son étude sur le voyage d'hiver, fait remarquer que principalement dans un des lieds, Schubert va traiter tout ce sujet sur de la musique religieuse, et donc on peut se dire il y a quand même tout lieu de se dire que Schubert voyait la pensée dominante des institutions religieuses comme un fardeau, comme quelque chose avec lequel il était en conflit. Donc Schubert, qui a vécu dans une atmosphère de foi avec sa famille, très rapidement s'est tourné vers des milieux de libres penseurs, des milieux qui s'opposaient aussi bien au régime qu'aux institutions religieuses qui y étaient intimement liées. Et on le voit donc dans l'entourage, par exemple, d'un professeur d'université pour lequel il a écrit sur une cantate sur le thème de Prométhée, donc le Dieu qui désobéit à Dieu. Il était également dans le sillon d'un professeur d'université qui, lui, était un professeur de théologie révoqué de son poste pour ses idées libérales. Plus des amis qui étaient liés un petit peu à la franc-maçonnerie. Les milieux mondains qu'il côtoyait quand même étaient souvent liés à des milieux, comme je vous le disais, opposés au pouvoir et aux institutions religieuses. On n'est donc pas étonné de cette lecture qu'a eu Schubert sur les voies toutes tracées qui étaient les voies de la religion. Cependant, je pense qu'il serait vraiment hasardeux de penser que Schubert n'avait pas la foi. Je pense que c'est vraiment un questionnement pour Schubert, et ce qui est certain, c'est qu'il y a peu de chances qu'il ait confondu institutions religieuses liées à un pouvoir autocratique
avec une véritable foi vécue, et le fait qu'il ait autant questionné la vie sur ces questions-là montre bien que ça n'était pas un rejet, mais que c'était plus un déchirement intérieur qui avait besoin d'être exprimé, et qui est vraiment particulièrement exprimé dans ce voyage d'hiver. Le lead dont je vous parlais, donc, dans lequel on nous parle des voies toutes tracées très particulièrement, c'est le village. Et dans ce village, le poète nous dit « Continuez à aboyer après moi, chiens éveillés, j'en ai fini de tous les rêves, que vais-je errer parmi les dormeurs ?» Je vous laisse entendre tout de suite ce troisième couplet du village. Bellt mich nur fort, ihr wachen Hunde, lasst mich nicht ruhen in der Schlummerstunde. Ich bin zu Ende mit allen Träumen. Was will ich unter den Schläfern säumen? Ich bin zu Ende mit allen Träumen. Was will ich unter den Schläfern säumen? Vous l'avez compris, le tempérament de Schubert, autant que l'atmosphère dans laquelle il a vécu dans cette Vienne metternichienne, autant que la maladie qu'il a accablée également à partir de l'âge de 24 ans, ces éléments-là vont faire que Schubert va vivre une période très critique à la fin de sa vie. Il va s'éloigner des milieux de ses amis, il va énormément se plonger dans ce voyage d'hiver qui va le poursuivre jusqu'à sa mort, puisque à quelques jours avant de mourir, il continuera à retoucher, à parfaire son œuvre pour l'édition. Ça a été une véritable révélation en février 1827, alors qu'il découvre le voyage d'hiver, les 12 premiers leaders. Il compose tout de suite, coup sur coup, les 12 premiers. Quand quelques mois plus tard, il découvrira les 12 autres, c'est avec la même rapidité qu'il écrira. Pourtant, malgré l'amour qu'il a de ce cycle, ce sublime cycle, ses amis ne l'accueilleront pas bien. Pourtant, il faut croire que quelques temps plus tard, ils prendront cette œuvre sous un angle bien différent lorsque le 19 novembre 1828, leur ami mourra à l'âge de 31 ans.